Imaginez que YouTube existe encore dans 20 ans. Après tout, le site aura 20 ans dans quelques mois, c'est pas déconnant qu'il dure 20 ans de plus. Alors certes, ça sera plus la plateforme des jeunes, mais ça l'est déjà plus trop actuellement. Imaginez maintenant, vous êtes un adolescent ou un jeune adulte des années 2040, et vous savez que votre père a fait des vidéos YouTube en son temps. Des vidéos où il revenait sur les mèmes et l'actualité d'Internet, et parmi son contenu, il y avait tous les ans une vidéo qui récapitulait les mèmes et les temps forts de l'année passée. Il est probable qu'à un moment de votre vie, vous allez avoir envie de voir ces vidéos. Mais laquelle allez-vous regarder en premier? Ça me semble pas déconnant que celle que vous allez choisir en premier est celle qui récapitule l'année de votre naissance. Cette vidéo s'adresse donc à mon fils né en 2024. J'espère que dans le futur, tout va bien pour toi, mon bonhomme. « 2024 est une année de 366 jours qui s'est écoulée entre l'année 2023 et l'année 2025. Année des Jeux Olympiques de Paris, des élections américaines, de la dissolution de l'Assemblée nationale, suivie d'élections législatives anticipées, 2024 était une année où il n'était pas facile d'être parent. Très difficile de regarder les actualités entre les bombardements en Ukraine, en Palestine, au Liban ou ailleurs, les informations qui ont charrié de tonnes d'annonces de morts d'enfants dont la vie a été abrégée lors de conflits internationaux, voire de catastrophes naturelles, quand certains ne sont tout simplement pas morts d'insolation. 2024 est aussi une année qui a battu une nouvelle fois des records de chaleur, devenant l'année la plus chaude jamais enregistrée. Alors ça doit faire marrer en 2040, ou c'est peut-être une année comme les autres. 2024 est l'année qui aura vu le décès d'Akira Toriyama, de Quincy Jones, de Maggie Smith, de Jimmy Carter, de Mitterrand et de De Gaulle. Mais pour compenser ça, c'est l'année de naissance de célébrités qu'on ne connaît pas encore. C'est aussi l'année de l'inauguration de la ligne 10 du tramway de Bruxelles. Mais heureusement, en 2024, on a eu des mèmes Internet. Et surtout, cela veut dire que cela fait 10 ans que je fais ça. Et en 10 ans, j'aurais pas mal usé la formule. J'ai fait des top 5, des top 10, des tops par catégorie, des rétrospectives, des tops avec autant de mèmes présentés que les 2 derniers chiffres de l'année, des tops par vote. Mais cette année, ça sera un top 10 comme l'an dernier, parce que j'ai pas très envie de faire original. Par contre, comme c'est toujours un top ultra personnel, celui-ci reflète ce que moi j'ai trouvé d'intéressant dans l'année. Vous êtes libre de dire ce que vous auriez mis dans les commentaires du moment que c'est dit sans insulte ou méchanceté. De toute façon, tous les ans, il y a même que quelqu'un me signale dans les commentaires parce que je l'ai oublié et je fais « Ah mais oui! Ah mais je suis con !» Un mot à propos du tableau des mèmes que j'avais constitué au début de l'année et dont je parlais dans ma vidéo sur la merdification du net, qui est constitué des mèmes qui sont les plus populaires d'une année. Eh bien, pas grand chose n'a changé en fait. Malgré une fréquentation en baisse, notamment après le mois de novembre, Twitter est toujours la plus grosse source de mèmes et a vu naître 30% des mèmes les plus célèbres de 2024. 20% sont nés sur TikTok, ce qui fait qu'à eux deux, ces sites représentent la moitié des mèmes les plus connus de l'année, même si les mèmes nés de compte Twitter Blue ne représentent même pas 2% du lot. Il reste 7% d'Instagram, 6% de YouTube, 4% de Reddit et 10% d'autres sources, notamment l'actualité et les franchises, qui constituent toujours un terreau fertile au mème internet. A noter que les mèmes ayant pour origine une image paria ont baissé à 2,6% là où ils étaient 7% l'an dernier, ce qui accentue mon impression que les gens ne les aiment pas. Et l'année compte quand même un mème marquant lié à 4chan, c'est-à-dire les leaks de Pokémon. Allez, le bilan comptable est fait, on est déjà sur mon fond étoilé, c'est donc parti pour le top 10 des mèmes de 2024. Attention, vous êtes prêts pour la rétrospective? Parce qu'on ne va pas lambiner. Mème français de l'année, la colère de Francis Huster. Parmi les choses improbables que l'année 2024 nous aura offert, il y aura l'intronisation de Francis Huster au panthéon des mèmes internet. Et chose encore plus improbable, tout part d'une émission sur France Culture.
C'est en effet dans l'émission Les Chemins de la Philosophie, datée du 9 mars 2022, que l'acteur Francis Huster décide de faire un commentaire sur l'actualité de l'époque, à savoir la guerre en Ukraine, comme si il était le personnage d'Alceste dans la pièce Le Misanthrope de Molière. Au passage, pour avoir étudié Molière et Le Misanthrope à la fac, je trouve que c'est une interprétation claquée au sol. Non, parce que, effectivement, le personnage d'Alceste, c'est un homme franc qui déteste l'hypocrisie et qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense, mais il va le dire de façon mesurée et il va juste dire ses quatre vérités de manière franche. Là, on a le droit plus à un exalté qui part dans les tours. Nous appartient, nous, ça veut dire le peuple. Ça veut dire que quand un gosse de 12 ans voit le misanthrope, il doit lui-même se projeter sur scène et se dire « Oui, moi je suis comme Alceste, oui, moi !» Cette vie qu'ils ont mis, elle est faite non pas d'une diction et d'une déclamation, mais au contraire, elle est faite de regards, des fenêtres de l'âme, comme disait Shakespeare, ces yeux qui nous prouvent que vous mentez ou que vous êtes dans votre vérité. Regardez bien ce qui se passe en Ukraine. Regardez bien le visage de Joe Biden, qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi, je représente le Christ !» Je représente le Christ! Non, parce qu'en fait, on a surtout Francis. Francis le cuistre, Francis le mauvais acteur, Francis qui pète 8 mm au-dessus de son cul et qui fait ce qu'il a toujours fait dans sa carrière, des caisses. Parce qu'il suffit d'écouter les autres passages de l'émission pour se rendre compte que l'acteur de 74 ans est surtout dans l'hyper-exagération en permanence. Shakespeare et Molière, parce que c'est vraiment, ce sont les deux plus grands, hein. Médaille d'or Shakespeare, parce qu'il a osé défier Dieu, ce que n'a pas fait Molière. Sortir de cette vie de sang, cette vie d'horreur qui est en face de nous, cette vie de combat aussi, on est bien d'accord, pour rentrer grâce à l'art dans un imaginaire qui finalement est peut-être beaucoup plus proche de notre vérité humaine. Mais c'est néanmoins ce passage sur la guerre qui va attirer toute l'attention. 5 jours plus tard, il est repris sur CNews sans aucun contexte, puis dans le podcast Le Floodcast, avant de partir en hibernation pendant 2 ans et d'être redécouvert le samedi 4 octobre par le tweetos président Gonzalo. Mais du coup, ça n'est pas si étonnant que ça perce. La blague étant surtout d'isoler ce moment et de le mettre dans un animé ou un doublage de film, de jeux vidéo ou toute autre séquence célèbre où un personnage s'énerve ou bien semble avoir un discours de gros tarés qui font un câble. Et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi, je représente le Christ !» Il faut dire que la voix de Francis a ce timbre qui rappelle ceux des doubleurs des années 90 et ça passe très bien. Je représente le Christ! Est-ce que vous croyez que Jésus serait resté au Vatican? Est-ce que vous croyez que John Kennedy aurait laissé des millions d'Ukrainiens avoir leur vie brisée? Très vite, le passage devient culte au point que même de le voir écrire ou doubler en anglais fonctionne. Et surtout, le passage a pu profiter de l'essor des imitations de voix par IA pour aller encore plus loin dans la stupidité. Au lieu d'aller à Kiev et de dire « Moi, je représente le Christ! Je représente le Christ !» Du coup, bravo à toi Francis, bravo. Tu peux maintenant prendre ta retraite. On te retiendra essentiellement pour 3 choses, hein. Ton rôle secondaire dans le dîner de con, les allusions à ta carrière dans les chansons des Fatal Picard et ce même. Maintenant, faisons place à un truc qui prend beaucoup moins de place que l'ego de Francis, un hippopotame. Animal de l'année, Mudeng. Jusqu'ici, en animal de l'année, on avait nommé un chien, un manchot, une race de chien et sans doute plusieurs chats, mais l'on n'a jamais nommé d'hippopotame. Il faut dire que les hippopotames, c'est gros, ça pue, et c'est sans doute l'un des mammifères les plus dangereux de la planète. Alors comment diable l'un d'entre eux a-t-il pu... Oh, mais qu'il est mignon! Mudeng est un bébé femelle hippopotame né dans un zoo de Thaïlande en juillet 2024. Si son visage ultra adorable fut rapidement dévoilé sur le compte Instagram du zoo, il faudra attendre le 26 août pour qu'une photo d'elle, visiblement effrayée par le fait d'être soulevée par son dresseur, ne devienne virale et engendre de nombreux détournements. Mais la folie Mudeng ne devint complète que le 5 septembre lorsque des photos du bébé hippo recevant de la flotte parvinrent sur les réseaux sociaux, ce qui occasionna une nouvelle
salve de détournement. À partir de là, l'hippopotame devient l'objet de nombreux mèmes, que ce soit des edits Photoshop, des commentaires utilisant sa figure, ou de très nombreux fanarts. Mudeng est partout. Ceci dit, n'oubliez jamais que c'est une très mauvaise idée de vouloir un hippopotame à Noël. Parce que les animaux ne sont pas des cadeaux. Et puis en plus, ça coûte une fortune en frais de port. Fiasco de l'année, The Willy Wonka Experience. Ceux qui me suivent le savent, j'ai fait beaucoup de festivals et de conventions. Des bonnes, des mauvaises, des très grandes, des petites, voire même des assez minables, mais par chance, je n'ai jamais atterri à aucun événement qui ressemblait au Willy Wonka Experience. Surfant sur la hype autour du film Wonka sorti l'an dernier, la Willy Wonka Experience était un événement pour enfants organisé le 24 février 2024 à Glasgow autour de l'univers de Charlie et la chocolaterie. Depuis un site internet coloré et créé par IA, il invitait les petits écossais et leurs parents à vivre une expérience incroyable faite de performances live et de chocolat. Le tout dans un anglais très chat-gptien. Le billet était fixé à 35 livres, soit 42 €. Le résultat était au-delà de tout ce que le mot décevant peut définir. Une salle quasi vide, des décorations rachitiques avec des toiles faites par IA qui ne couvrent même pas le mur et des comédiens sous-payés et sous-habillés qui tentent vainement d'animer le tout. Même les chocolats prévus étaient en fait 3 bonbons haricots accompagnés d'un verre de limonade. What a waste of money. De mémoire, on a connu des soirées à la salle des fêtes de Poiré-en-Meuse qui étaient plus animées que ça. Mais contrairement à la Willy Wonka Experience, celles-ci n'ont pas connu le même retentissement. Dès le jour même, le scandale éclate, la police de Glasgow étant obligée de venir pour calmer la foule des parents en colère. Prévu pour 2 jours, l'événement est arrêté au bout de la première mi-journée. Les clients mécontents se réunissent pour créer un compte Facebook afin d'alerter les gens et 2 jours plus tard, le scandale est couvert par la BBC et d'autres chaînes nationales. Très rapidement, le monde entier se marre avec les photos de la pire attraction pour enfants du monde et notamment de The Unknown, une créature totalement inventée pour l'exposition qui sort de derrière un miroir et que certains ont trouvé incroyablement ridicule, tandis que d'autres ont créé des fanarts du monstre. Mais ce que les gens ont retenu, c'est la photo de cette jeune femme, censée être habillée en Oompa Loompa, qui semble totalement au bout de sa vie, engendrant de nombreuses comparaisons avec les affres du monde du travail, sans parler du matériel de labo posé à côté d'elle et qui a fait de nombreuses blagues. Son air complètement dépité sera la source de nombreux fanarts. Alors on pourrait m'objecter que cet événement est un petit peu loin du même internet vu que c'est arrivé dans la vraie vie. Certes, mais ce que je retiens c'est à quel point tout dans cette arnaque sonne comme étant 2024. Je le dis maintenant depuis plusieurs vidéos, mais les IA sont des outils puissants, et les premiers à l'avoir compris, ce sont les arnaqueurs qui visiblement, comme celui-ci, n'ont même plus à se faire chier à payer un graphiste pour faire la promotion de leur événement minable. C'est d'ailleurs très facile d'envoyer du rêve quand non seulement tes visuels, mais le texte de promo a été créé en 20 secondes par ChatGPT. Au point que c'est même devenu une source de méfiance. Mais surtout, tout pue la fainéantise. Le site internet n'est pas clair, les comédiens expliquent qu'ils ont été briefés au dernier moment et que leur script était créé par ChatGPT et du coup, ils ont dû gérer le bordel du mieux qu'ils pouvaient. Quelques jours plus tard, la presse enquêta sur le commanditaire de l'événement et il s'avère que celui-ci vend des livres écrits par ChatGPT, dont un sur le Covid-19. C'est comme si une personne avait décidé de créer un événement sans prendre de décision, sans avoir de vision d'ensemble et sans même n'avoir aucune responsabilité. À ce niveau, c'est comme si le commanditaire c'était ChatGPT lui-même. Et c'est limite ça que je trouve fou. Certains sont tellement tombés dans une forme de paresse, avec l'idée que les IA vont faire le travail à leur place, que quelqu'un a poussé le raisonnement jusqu'à l'absurde. Donc voilà, c'est prouvé. Non, tu ne peux pas créer un événement pour enfants avec juste ChatGPT et 40 € de trésorerie. Et le scandale va être tellement négatif que Billy Cool, l'homme à l'origine de l'événement, va faire fermer sa boîte ainsi que ses réseaux sociaux, en plus d'être considéré comme l'homme le plus détesté de tout Glasgow. Chose amusante, l'événement va inspirer des soirées dans le même thème, dont une à Los Angeles où l'organisateur se sera payé le luxe d'y inviter Kirsty Patterson, la fille déguisée en Oompa Loompa fatiguée, afin de la faire rejouer son rôle le temps d'une soirée, et avec une meilleure perruque. Allez, continuons avec les anglais et la stupidité. Mot de l'année, brainrot. Le mot de l'année est effectivement un mot anglais.
Le mot brainrot est un terme anglais composé de brain, cerveau, et de rot, un terme qui désigne la pourriture, la décomposition, la salissure. Le mot signifie donc la salissure du cerveau. Et en plus, il contient le mot rot qui en français signifie aussi un truc dégueulasse. Et vous n'en avez peut-être pas conscience, mais on l'aura beaucoup entendu cette année. Et on en aura vu du brainrot cette année, de la musique brainrot, des IA brainrot, des pubs brainrot, et plein de mèmes qui ont été considérés comme brainrot. Us, those who know, put the fun down, what the sigma, if you'll dance, I'll dance, gat for gat, etc. L'expression aura tellement été utilisée que le dictionnaire d'Oxford, début décembre, en a fait son terme de l'année. Je vous rassure, le dictionnaire encyclopédique de l'Académie française planche actuellement pour une traduction. Celle-ci arrivera en 2095 à peu près. L'expression s'adapte particulièrement pour décrire un type de contenu viral tellement stupide, tellement vide de sens, qu'il rend ses spectateurs de plus en plus stupides. Évidemment, cela se conjugue avec les mêmes goofy, les vidéos par IA, les choses incompréhensibles ou volontairement stupides, ainsi qu'avec le terme Reese, un mot qualifiant une personne dotée d'un grand charisme et qui a été surutilisé par les jeunes cette année. Et puisqu'on parle de mème con, le prochain en est un très bon exemple. Mème d'animé de l'année, Shikanoko Nokonoko Koshi Tantan. Effectivement, dans cette catégorie, l'an dernier, c'était le générique d'Oshinoko qui avait gagné. Et du coup, on se dit qu'on n'est plus du tout sur le même level. Pour être honnête, si comme l'an dernier, il avait fallu récompenser le générique d'animé qui a le plus marqué, j'aurais pris la chanson Bling Bang Bang Born de Creepy Nuts qui sert d'opening à la saison 2 de Mashle. Surtout que le clip officiel est un concentré de références au mème et à la culture YouTube. Sauf qu'il faut que l'animé derrière soit intéressant et en l'occurrence, c'est Mashle quoi. Bon après, des gens me diront que Shikanoko ça ne vole pas non plus, et ils auront raison. Shikanoko Nokonoko Koshi Tantan, ou en anglais My Dear Friend Noshitan, raconte l'histoire d'une lycéenne, Koshi, qui va voir débarquer dans sa vie une fille avec des bois de serre sur la tête, qui prétend être un hybride mi-cerf, mi-humain. Celle-ci va l'entraîner à fonder avec elle le club des cerfs du lycée, un club destiné à soigner et prendre soin du seul cerf du lycée, en l'occurrence elle. Sur ce, s'ensuit des avalanches de gags à base de bois de cerf, de chasse, de biscuits pour cerfs, d'explosions, et ce même de l'humour, des cerfs en 3D dégueux qui apparaissent n'importe où. L'animé est très drôle en lui-même, mais ça n'est pas le summum de l'animation japonaise. Néanmoins, il fallait que les équipes créatives le vendent. Et là, il y a quelqu'un qui a dû se dire « Et si on faisait des mèmes internet pour faire parler de nous ?» Alors, habituellement, ce genre d'entreprise se solde par un échec cuisant, mais pourtant, ici, ça a marché. Il faut dire que ceux-ci ont su intriguer. En effet, au lieu de dévoiler le 28 mai le générique de la série, ils n'ont gardé que les 10 secondes de l'intro et les ont passés en boucle sur 1 heure avec une animation de Koshi qui danse devant un des fameux cerfs en 3D dégueulasses. La hype fut immédiate et la vidéo fut parodiée avec de nombreux autres personnages d'animé à la place. Au début du mois de juillet, à chaque fois que le compte officiel annonçait poster le générique pour de bon, celui-ci était coupé par quelque chose de stupide. Il faudra finalement attendre la sortie officielle de l'animé pour avoir droit à la version complète du générique. Et là on se dit ok bien joué, mais bon maintenant plus personne ne va en reparler. Et là, pouf, le premier épisode arrive. Une séquence dans laquelle Nokotan pète le mur de sa classe en entrant à l'intérieur, projetant par là même des morceaux de briques sur des camarades de classe extatiques, va faire mourir de rire les internautes et devenir à son tour viral, occasionnant de nombreux fanarts. Ce qui fait qu'on aura pas mal parlé de ce petit animé stupide, typiquement japonais, amenant les gens à s'y intéresser bien au-delà de leur sphère d'influence. Et encore, je vous ai évité la polémique sur le genre de Nokotan. En France, l'animé est disponible sur Crunchyroll, ADN et Amazon Prime. Mais vous savez, le pire, c'est que ça n'est pas la seule tentative de mème forcé qui a fonctionné cette année. Mascotte de l'année, plus la pèlerine. Et je pense que c'est une première dans un top de fin d'année, mais nous allons parler du Vatican. C'est en effet depuis le plus petit état du monde que le pape François décréta que 2025 serait une année sainte, un jubilé qui serait sur le thème des pèlerins d'espérance. Et pour officialiser le tout, le 24 octobre 2024 fut dévoilée la mascotte officielle de l'événement. Il s'agit d'une jeune femme nommée Luce, ce qui signifie lumière en italien. Après, c'est un grand classique de s'inspirer d'un terme qui signifie lumière
pour choisir un prénom. Mais ce qui détonne, c'est surtout son look. Luce est une petite fille aux cheveux bleus vêtue d'un ciré jaune qui porte un bâton de pèlerin et possède des pupilles en forme de coquille Saint-Jacques. Mais surtout, elle ressemble beaucoup à une mascotte façon Hello Kitty ou un personnage d'anime japonais, ce qui est totalement volontaire, la mascotte devant aussi représenter le Vatican lors de l'exposition universelle d'Osaka l'an prochain. Mais on ne va pas se le cacher, c'est aussi un bon moyen d'attirer les weebs. Et dès la seconde même de l'apparition de la mascotte, la pluie de fanart arriva, certains étant plutôt positifs avec le personnage, d'autres s'amusant à la représenter dans des contextes plus insolites, voire tendancieux, avec Jésus-Christ représenté comme son pote, ou bien plus encore. Et d'autres ont complètement subverti le personnage en la représentant en guerrière, et on a fait un petit peu toutes les vannes possibles à faire avec la religion catholique. De nombreux cosplays virent aussi le jour, le personnage n'étant pas très compliqué à représenter. Elle aura même connu des fanarts porno, même si on sort de la zone de ce qui est montrable, cela n'est pas si hors sujet, son créateur étant célèbre pour avoir designé des sextoys par le passé. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Mais pour le coup, c'est bien la première fois que le Vatican fait un truc qui devient populaire sur internet, preuve s'il en est que les voix des mêmes internet sont impénétrables. Même surréaliste de l'année, Unhinged Home Design. 2024 m'aura appris le mot acier galvanisé et je trouve ça magnifique. Pour expliquer le bazar, il faut vous parler des vidéos de home design, des vidéos TikTok qui représentent en 3D le meilleur moyen d'optimiser la place dans une maison, notamment lorsqu'on se retrouve soudainement à avoir des enfants. Haha. Ou que l'on s'aperçoit que notre appartement est trop petit pour faire ceci ou cela. Ces vidéos, bien qu'assez laides, avec des personnages inexpressifs, cartonnent de plus en plus sur TikTok. Et des petits rigolos ont commencé à faire des vidéos de Unhinged Home Design, ce qui peut être traduit par Home Design désarticulé. Celle-ci raconte des histoires abracadabrantesques de personnages qui se retrouvent à devoir emménager dans des appartements impossiblement petits. Le tout est accompagné de conseils, de design qui pourraient donner l'impression de fonctionner sur le papier, à condition de vouloir vivre dans un appartement rempli d'objets et de vouloir chier en dessous de son micro-ondes. Le tout est adjoint de personnages qui traversent les murs et de visuels claqués au sol. Et surtout, ils vont en faire des milliers. En effet, on ne regarde pas une vidéo de Unhinged Home Design, on en regarde une dizaine à la suite tant c'est hypnotisant et tant on s'amuse avec un canevas qui devient de plus en plus absurde à force d'être répété, entre le morceau Morse Mordre de Crazy Donkey, la voix de synthèse qui accompagne systématiquement les vidéos et qui est exactement la même, le mec qui s'appelle Liam et qui a un job improbable, l'utilisation d'acier galvanisé pour faire les poutrelles et de bois écologique pour les armoires, mais surtout les vis que Liam emprunte systématiquement à sa tante pour une raison inexpliquée. Si les vidéos ont finalement basculé dans l'absurde, avec des gens qui construisent des bibliothèques pour ranger des armées de Lilliputiens, les internautes vont durant le mois de mai pas mal s'amuser avec le lore de ces vidéos, entre la fameuse tante et ses vis, le fait d'imaginer Liam dans son appart tout pérave et l'utilisation d'acier galvanisé pour des usages divers et variés. Je parlais un petit peu plus tôt du brain rot et ça entre totalement dans cette catégorie. Du coup, on va se calmer un petit peu et partir au loin. Pays de l'année, le Brésil. Bon, ça n'est pas vraiment le pays de l'année, j'avais juste envie de parler de Hatsune Miku. C'est durant le mois de juin 2024 que l'artiste Erin Arista a posté une image d'Hatsune Miku habillée avec une tenue qui rend hommage au Brésil. Une peau cuivrée, un maillot de foot et une canette de guarana dans la main. Si c'était loin d'être la première fois que la plus célèbre des chanteuses vocaloïdes était reprise avec une tenue originale, le dessin plut beaucoup et des tonnes de dessinateurs se mirent à redessiner Hatsune comme si elle était brésilienne, ce qui devint limite un concours cet été. Dans le même genre d'idée, d'autres se sont amusés à parer l'idole aux cheveux bleus avec des tenues typiques de leur pays, ce qui n'est pas sans rappeler ce qui était arrivé à la Lofi Girl il y a quelques années, ou à faire porter une tenue brésilienne à de nombreux autres personnages de la pop culture, notamment Sadako, la célèbre fantôme du film The Ring, qui lui donne un air bien plus mignon et étrangement beaucoup plus sexy. Étrangement, ce ne fut pas la seule fois que le Brésil fit parler de lui dans la sphère des mèmes internet en 2024.
Twitter ou X a eu des problèmes légaux avec le Brésil qui se sont aggravés lorsque Elon Musk a insulté un des juges de la Cour suprême brésilien. Cela va se solder par une coupure du réseau social au Brésil de fin août à début octobre, entraînant un pic d'inscription sur Blue Sky de gens parlant portugais. Mais surtout, dans les mêmes commentant cette actualité, beaucoup utilisèrent la Hatsune Miku brésilienne pour illustrer la situation. Et le pire, c'est que ça n'est même pas le visuel qu'on aura le plus vu de l'année. Même de l'année selon Know Your Meme, Chill Guy. Que vous l'aimiez ou non, vous avez tous vu cette tête-là. Ce dessin un peu moche d'un personnage qui ressemble vaguement à une mascotte, avec les yeux mi-clos, un petit sourire narquois et les mains dans ses poches. Et vous avez peut-être pensé, mais c'est nul, non? Et c'est un petit peu volontaire. L'image est née le 4 octobre 2023 sur Twitter, anciennement X, par l'utilisateur @PhilipPanks qui a posté « C'est mon nouveau personnage. Tout ce qui importe, c'est que c'est un mec chill, dont la conduite et qu'il n'en a rien à foutre. » L'idée est de parodier les personnages un peu nuls sur lesquels les gens aiment forcer, et c'est toute l'idée du gag qui se déclinera jusqu'à Noël. Il s'amuse aussi à inventer un pseudo ancien personnage qui est juste l'inverse du premier. Il faudra attendre le mois d'août 2024 pour voir réapparaître le personnage dans un TikTok ironique dans lequel celui-ci est illustré par une phrase tirée de la série Dexter. Il semble se comporter comme si la connexion entre êtres humains était très facile. C'est comme si personne ne leur avait dit que c'était la chose la plus dure au monde. Le personnage va continuer d'être accompagné de fausses phrases inspirantes, inutilement complexes et caricaturales. En novembre, il réapparaît toujours avec ce fond de soleil couchant en image de synthèse, accompagné d'une phrase qui termine toujours de façon absurde par « I'm just a chill guy ». Par exemple, quand ta copine est en colère et que tu as oublié de lui répondre parce qu'en fait, tu es juste un mec chill. Quand ta copine t'engueule pour avoir pissé sur le siège des toilettes, mais qu'en fait, tu es juste un mec chill. Très vite, le personnage a été parodié avant de se voir décliner un peu partout, y compris dans une version nudiste et dans une version féminine. Et donc, c'est selon les lecteurs du site américain Know Your Meme, le meilleur mème de 2024, celui-ci étant arrivé en tête avec 17% des voix. Mais qu'en est-il pour la chronique facile? Eh bien, vous allez le savoir d'ici peu, mais juste avant, quelques mentions honorables. Hawk 3 Girl, Helldivers 2, I Am Steve, La mort de Doge, Palworld, Les gens qui font caca dans la Seine, Circle in a Triangle Factory, Queen Never Cries, Aura Aura Get Pregnant, Tiny Green Mall Wizard, Sad Hamster, Les Princesses Peach, redessinées, L'assassinat du PDG de United Healthcare, Akakishi no Eleven Red Rose, Pedro 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 Pedro, Bro Visited His Friend, Man the Game, La recette de la tarte aux fraises, Serveuse Crystal, Le canapé de J.D. Vance, Dancing Croque-Mou, Kendrick Lamar vs Drake, Cheeseball le chat, le méga-league de Pokémon, les espaces sous les escaliers et les espaces en hauteur, et le jeu Retrouver Luigi. Allez, on est parti pour le meilleur mème de l'année 2024 est... Bon, je tiens à vous rassurer, contrairement au Time Magazine, l'événement de l'année, ça n'est pas Donald Trump ou l'élection de Donald Trump. En effet, en 2016, j'avais nommé Trump mème de l'année, vu que celui-ci s'était décliné partout, ce que des gens avaient pris pour une forme de sympathie envers le personnage, ce qui n'était pas vraiment le cas. C'est surtout que ses partisans et ceux de Bernie Sanders avaient à l'époque le plus utilisé les codes des mèmes internet, et qu'en bout de course, c'est lui qu'on aura le plus vu de l'année. Mais je l'ai dit dans ma dernière vidéo, la campagne de 2024, c'est pas tout à fait celle de 2016. S'il y a eu des mèmes autour de Trump, ceux-ci ont autant été utilisés par lui que par ses adversaires, mais surtout, Elon Musk avait tendance à lui voler la vedette, et on aura aussi beaucoup parlé de Musk en 2024. Mais 2016, c'était une année électorale, surtout aux USA. 2024 aura été une année électorale aussi en France, avec les élections européennes, puis les élections législatives. Et si j'entre dans le vif du sujet, on risque de parler de sujets qui divisent. Mais il y aura surtout un énorme événement qui lui aura généré beaucoup de mèmes, et c'est incontestablement les JO de Paris 2024. Que vous aimiez ou non le sport, que vous soyez un fan absolu des JO ou que vous conchiez cet événement,
vous ne pouvez pas être passé à côté. Même avant que cela ne commence, ces JO étaient déjà cultes, notamment à cause de leur mascotte, les fameuses friges, censées être des références aux bonnets phrygiens, mais dont les internautes ont bien plus souligné qu'elles avaient une apparence fortement clitoridienne. Quand un objet ressemble à un sexe, ça fait souvent marrer tout le monde. Mais surtout, je me souviens que tout le monde partait défaitiste. Comme souvent, avant ce genre de grands événements coûteux et attendus depuis des décennies, les critiques se font, que ce soit sur l'équipement pas prêt, l'explosion des coûts, les couacs inévitables, ainsi que sur des décisions controversées, notamment la rumeur de lit anti-sexe. Bon, on a eu le rappeur Snoop Dogg en tant que porteur de la flamme olympique, ce qui a amusé tout le monde. Alors qu'en plus, c'était surtout un flash-forward pour la cérémonie de clôture. Le summum du n'importe quoi, ce fut le concert d'Ariel Dombal, 66 ans, le 14 juillet sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris pour chanter l'hymne autoproclamé des JO qu'elle avait baptisé Olympics. Très vite, la séance fut parodiée sur le net, tant c'était une prestation ringarde et gênante, et surtout les gens ont pensé que c'était une manifestation officielle alors que c'était juste une initiative de France Télévisions. Et par chance, ce fut à l'opposé de ce que la cérémonie d'ouverture des JO allait offrir. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore saisi la portée mémesque du truc. Je me disais qu'il n'allait pas se passer grand chose, aussi le 26 juillet, le soir de la cérémonie d'ouverture des JO, j'étais au restaurant avec un pote à Nantes, celui-ci se reconnaîtra, et d'un seul coup j'ai reçu plein de messages de gens en train de regarder la cérémonie et de pointer du doigt le côté mémesque de la soirée. Car la cérémonie provoqua une gigantesque avalanche de mèmes, entre les têtes de Marie-Antoinette qui chante, le groupe Gojira qui joue de la guitare sur les toits, le cheval qui court sur la scène, et tout un tas d'imageries étranges repris par les internautes. Et puis il y a surtout cette scène de repas qui parodiait selon les uns la scène, selon les autres le festin des dieux, mais qui a surtout offert de voir le chanteur Philippe Catherine nu et bleu, ce qui a occasionné tout un tas de détournements, notamment en Chine, où il s'est décliné sous la forme d'un gâteau. Au passage, puisqu'on parle de la scène, je rappelle que dans mon numéro de la Chronique Facile d'il y a 5 ans sur Léonard de Vinci, on voyait que celle-ci avait été déjà abondamment parodiée au fil des décennies, notamment par la pub, et ce de manière plus ou moins respectueuse. Du reste, la cérémonie d'ouverture ne fut pas la seule à prodiguer des mèmes. La compétition en elle-même en créa énormément, notamment les très nombreux athlètes qui participaient à la compétition. Les Jeux Olympiques de Paris furent l'occasion d'avoir des compétitions de tir au pistolet, et les internautes furent nombreux à relever le style improbable de certains athlètes, comme la tireuse chinoise Jiang Granzing, particulièrement vénère, le tireur indien Sarabjot Singh, ou les tireuses sud-coréennes, comme Koe Da-han et sa contorsion bizarre, ou Kim Dae-ji avec tout son appareillage et sa casquette à l'envers. Mais celui qui remporta les suffrages des internautes fut le tireur turc Yusuf Dikesh, qui arriva avec son short et son style ultra décontracté et qui fut énormément parodié, ce qui ne l'empêcha pas de gagner la médaille d'argent. D'ailleurs, le groupe entier fut parodié façon affiche de cinéma. Mais parmi les athlètes qui furent l'objet d'eux-mêmes et de fanart, on trouve aussi Eva Obada, la sprinteuse au tatouage, Rachel Gunn, dit Wild Gun, la breakdanceuse dont les mouvements furent particulièrement pointés du doigt, la gymnase Simone Biles et son regard caméra ou ses très nombreuses médailles, Steven Nedoroschik, le gymnaste qui dort entre deux épreuves, ou Georgia Villa, l'athlète italienne qui faisait de la pub pour du fromage. Le seul athlète français à avoir eu droit à un mème est Anthony Amirati, un sauteur à la perche qui rata un de ses sauts après avoir fait tomber la barre avec sa French baguette, occasionnant de nombreuses blagues grivoises. Blagues grivoises qui furent reprises par l'intéressé lui-même. Il y a eu aussi ce moment ultra mignon sur un podium de gymnastique où l'athlète chinoise Zhu Yakin s'aperçoit que ses rivales italiennes s'amusent à croquer leur médaille pour la photo et se décide à en faire de même. Un moment très choupi qui fut recréé en BD et détourné. On vit aussi un type avec un carnet que certains soupçonnèrent d'être le Like Yagami du manga Death Note. Et tout ce petit monde découvrit dans le village olympique les muffins au chocolat du Crous qui devinrent tendance. Si on m'avait dit il y a 20 ans que les muffins que je bouffais aux rues allaient devenir un phénomène de mode international, je l'aurais peut-être cru, parce qu'ils sont vachement bons ces muffins. Pour le reste, si les JO de 2024 sont pour moi le plus gros réservoir à mèmes de l'année, c'est pas pour autant que je suis un gros fan des Jeux Olympiques. À titre personnel, j'ai pas vraiment regardé d'épreuves et je suis assez critique sur un événement qui coûte plus cher que ce qu'il ne rapporte,
qui n'est pas un modèle d'écologie et qui a été utilisé surtout à des fins de publicité politique. Et en plus, vu la cote du président en fin d'année, ça n'a pas vraiment eu l'air de faire son effet. Mais ça reste quand même un événement marquant et positif dans une année pas vraiment remplie en nouvelles réjouissantes. Alors, les prochains jeux seront-ils aussi un gros réservoir à même Internet? Eh bien, réponse dans 4 ans, si la chaîne existe toujours. En effet, cette chaîne n'a plus vraiment de sponsoring, même à Noël, comme vous avez pu le voir, et elle ne survit que grâce à vos dons. Donc n'hésitez pas en cette nouvelle année à vous diriger vers mon Patreon ou mon Tipeee si vous voulez aider cette chaîne à continuer. Et les dons peuvent être faits à partir d'1 € par mois. À l'origine, j'avais pensé cette vidéo pour qu'elle sorte durant les derniers jours de décembre. Mais avec le rush des fêtes et les différents contretemps comme 15 jours de rhume, elle n'arrive que début janvier. Bon, j'espère continuer la chaîne au rythme de 2 vidéos par mois, rythme auquel je ne suis pas tout à fait arrivé en 2024, mais je ne perds pas espoir de réussir à vous proposer plus régulièrement du contenu attractif. En tout cas, je reste au taquet pour cette nouvelle année. En tout cas, j'espère que vous allez tous vivre une chouette année 2025. Et si vous me regardez après cette date, que ce soit dans 5, 10 ou 20 ans, j'espère aussi que votre année sera très bonne et que vous aurez appris par là même des choses étonnantes sur l'internet de 2024. Sur ce, à la prochaine.